Il existe un schéma dans l'histoire américaine que la plupart des Américains ignorent. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot, mais d'un mécanisme avéré, une machine à drainer les richesses qui fonctionne depuis plus d'un siècle. Le voici. Les Américains créent des technologies, le gouvernement les finance avec l'argent des contribuables, puis un petit groupe d'individus influents les privatise et engrange des milliards de dollars. Les contribuables, ceux qui paient réellement, ne reçoivent rien. L'armée américaine fait la guerre non pas pour la sécurité nationale, mais pour le profit des entreprises. 8 000 milliards de dollars ont été dépensés. 7 000 soldats américains sont morts. Des millions de civils ont péri. Et ce même petit groupe d'entrepreneurs de la défense a engrangé 2 000 milliards de dollars de bénéfices. Le dollar américain, créé par le peuple, est contrôlé par un groupe bancaire privé depuis 1913. Ils impriment de l'argent, ils ont créé l'inflation, ils ont profité de votre dette. Et lorsque le système s'est effondré, ils ont été renfloués avec vos impôts et vous avez perdu vos économies. Ceci n'est pas une théorie, c'est un fait avéré, étayé par des noms, des dates, des chiffres et des documents gouvernementaux. Voici l'histoire du pillage systématique des finances américaines. Qui a fait cela? Comment et où est passé l'argent? Première partie, les guerres qui ont ruiné l'Amérique. De 2001 à 2024, les États-Unis ont dépensé 8 000 milliards de dollars dans la guerre contre le terrorisme. Irak, Afghanistan, Syrie, Libye, Yémen, Somalie, Pakistan. 8 000 milliards de dollars provenant des impôts. De l'argent emprunté, une somme qu'il faudrait des générations pour rembourser. Qu'a obtenu l'Amérique en retour? L'Irak ne possédait pas d'armes de destruction massive. L'accusation d'avoir déclenché une guerre était un mensonge, prouvé. L'Afghanistan tombe aux mains des talibans en 2021. Après 20 ans et 2300 milliards de dollars, c'est la défaite. La Libye devient un État failli avec des marchés d'esclaves à ciel ouvert. La Syrie tombe sous l'influence de la Russie et de l'Iran. Le Yémen est contrôlé par des milices soutenues par l'Iran. Les États-Unis n'ont remporté aucune de ces guerres. En réalité, la situation a empiré. 7 000 soldats américains ont été tués, plus de 30 000 ont été blessés, 1 million de civils ont péri dans ces pays et 8 000 milliards de dollars ont été dépensés. À qui cela profite-t-il? Ni à l'Amérique, ni aux soldats, ni aux civils. Ce sont les entreprises d'armement qui en profitent. Permettez-moi de vous présenter les chiffres. De 2001 à 2021, les 5 plus grandes entreprises d'armement ont engrangé 2100 milliards de dollars de contrats gouvernementaux. Lockheed Martin, 550 milliards, Boeing, 380 milliards, Raytheon, 320 milliards, General Dynamics, 280 milliards et Northrop Grumman, 270 milliards. À elles seules, ces 5 entreprises ont tiré plus de 2000 milliards de dollars de la guerre contre le terrorisme. Le cours de leurs actions a triplé. Des PDG sont devenus milliardaires. Qui sont ces PDG? Qui siège à leur conseil d'administration? Qui fait pression sur le Congrès pour que ces guerres se poursuivent? Laissez-moi vous expliquer. Dick Cheney, vice-président sous George W. Bush, était auparavant PDG d'Hallyburton, une entreprise d'armement. Lorsque Cheney est devenu vice-président en 2001, Halliburton détenait 1,2 milliard de dollars de contrats gouvernementaux. En 2003, après le début de la guerre en Irak, Halliburton avait 39,5 milliards de dollars de contrats, soit 39 milliards de dollars. L'ancienne entreprise de Cheney. Les options d'achat d'actions Halliburton de Cheney valaient 8 millions de dollars lorsqu'il est devenu vice-président, une valeur qui a atteint 34 millions de dollars en 2005. Cheney a personnellement profité de la guerre en Irak, ce qui est de notoriété publique. Donald Rumsfeld, secrétaire à la Défense sous George W. Bush, siégeait au conseil d'administration d'ABB qui vend des technologies de réacteurs nucléaires et à celui de Gilead Sciences, le fabricant du Tamiflu. Avant de devenir secrétaire à la Défense, Rumsfeld a milité pour une augmentation des dépenses de défense. Après avoir quitté ses fonctions, ses participations dans le secteur de la défense ont pris plus de 30 millions de dollars. Robert Gates, secrétaire à la défense sous Bush et Obama, a rejoint, après avoir quitté ses fonctions,
le conseil d'administration de Parker Aerospace, un sous-traitant de la défense, et celui de Beale, un autre sous-traitant. Il a empoché des millions grâce aux entreprises dont il supervisait les contrats. Un véritable cercle vicieux. Fonctionnaires, entrepreneurs de la défense, membres du conseil d'administration, lobbyistes, retour au gouvernement. Sans cesse. Et tout cela en toute légalité. Les données relatives au lobbying sont publiques. De 2001 à 2021, les entreprises de défense ont dépensé 2,5 milliards de dollars en lobbying auprès du Congrès. Lockheed Martin a dépensé 209 millions de dollars, Boeing 185 millions et Raytheon 147 millions. Tout est documenté. Elles font pression pour une augmentation des dépenses militaires. Le Congrès vote en conséquence. Ensuite, des membres du Congrès quittent leurs fonctions et rejoignent les conseils d'administration d'entreprises de défense. Le sénateur Joe Lieberman, qui a milité pour la guerre en Irak, a intégré les conseils d'administration de nombreuses entreprises de défense après son départ du Sénat et a gagné des millions. Le général James Mattis, secrétaire à la défense sous Trump, siégeait auparavant au conseil d'administration de General Dynamics, une entreprise de défense. Après avoir quitté ses fonctions, il est retourné dans des conseils d'administration du secteur. Le général Lloyd Austin, l'actuel secrétaire à la défense, siégeait au conseil d'administration de Raytheon avant sa nomination et a perçu 7 millions de dollars en une seule année. Il supervise désormais les contrats de Raytheon. Le système est conçu ainsi. Il ne s'agit pas de corruption au sens juridique du terme, c'est le système lui-même. Et voici comment il fonctionne. Les entreprises de défense font pression sur le Congrès. Le Congrès augmente sans cesse le budget de la défense. Les entreprises d'armement décrochent des contrats. Leurs dirigeants s'enrichissent. Les chefs d'entreprise et les membres de leur conseil d'administration financent les campagnes électorales des membres du Congrès. Une fois à la retraite, ces mêmes membres intègrent les conseils d'administration de ces mêmes entreprises. Et le cycle se perpétue. Ce cycle dure depuis 70 ans. Le président Eisenhower l'avait déjà dénoncé dans son célèbre discours d'adieu en 1961. Méfiez-vous de l'alliance militaro-industrielle. Il avait clairement indiqué que l'industrie de la défense et l'appareil militaire acquéraient une influence démesurée. C'était en 1961. Depuis, le système n'a fait que se renforcer. La guerre en Irak a coûté à elle seule 2400 milliards de dollars. Selon le projet Coût de la guerre de l'université Brown, aucune arme de destruction massive n'y a jamais été découverte. Cette guerre a été fondée sur de faux rapports de renseignement, élaborés avec la complicité du cabinet du vice-président Cheney. La commission du renseignement du Sénat l'a documenté. La note de Downing Street de 2002 a démontré que les renseignements avaient été manipulés pour servir la politique et justifier la guerre. Il s'agit de faits avérés, et non de théories du complot. Ceux qui décident d'entrer en guerre en tirent profit, tandis que des soldats meurent, que des familles sont brisées et que la dette nationale double. Deuxième partie, le système bancaire freine l'Amérique. En novembre 1910, 7 hommes se réunirent secrètement sur l'île de Jekyll, en Géorgie. Ils représentaient les banques les plus puissantes d'Amérique et d'Europe. J.P. Morgan, Rockefeller, la famille Rothschild et Loeb & Co. Ils élaborèrent le plan de la Réserve fédérale. Tout est documenté. L'ouvrage de J. Edward Griffin, La créature de l'île de Jekyll, relate cet événement à partir de sources primaires. Les participants utilisèrent de faux noms, voyagèrent en secret et ne révélèrent à personne leur destination. Pourquoi? Parce qu'ils concevaient un cartel bancaire privé pour contrôler la masse monétaire américaine. Et ils savaient que si le public découvrait la vérité, des émeutes éclateraient. Parmi ces 7 hommes figurait le sénateur Nelson Aldrich, grand-père maternel de Nelson Rockefeller, qui représentait les intérêts bancaires de la famille Rockefeller, Frank Vanderlip, président de la National City Bank, représentant les intérêts de Rockefeller et Loeb, Henry Davison, associé principal de J.P. Morgan, Charles Norton, président de la First National Bank of New York, Benjamin Strong, directeur de Bankers Trust chez J.P. Morgan, Paul Warburg, associé de Kuhn, Loeb & Co., représentant les Rothschild, et Piat Andrew, secrétaire adjoint au Trésor.
Ces 7 hommes détenaient alors environ un quart de la richesse mondiale. Ils consacrèrent 9 jours à la rédaction du Federal Reserve Act. Ils le présentèrent comme une réforme gouvernementale visant à prévenir les crises bancaires telles que la panique de 1907. Mais ils mentaient. La loi était conçue pour centraliser le contrôle de la monnaie entre des mains privées, autoriser la création monétaire illimitée, rendre le gouvernement dépendant des banques privées et garantir que les banques seraient renflouées par les contribuables en cas de faillite. La loi fut adoptée le 23 décembre 1913, alors que la plupart des membres du Congrès étaient en vacances de Noël. Seule une poignée de parlementaires étaient présents. Le président Woodrow Wilson la promulgua. Des années plus tard, Wilson déclara « Je suis un homme profondément malheureux. J'ai, sans le vouloir, ruiné mon pays. » Cette citation figure dans son ouvrage The New Freedom. La Réserve fédérale n'est pas une agence fédérale. C'est une société privée, détenue par des banques privées. Parmi ses principaux actionnaires figurent JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Bank of America. Ces banques élisent elles-mêmes les membres du Conseil des gouverneurs de la Fed. La Fed n'a jamais été auditée par le Congrès. Elle opère dans le plus grand secret. Elle crée de la monnaie ex nihilo et la prête au gouvernement avec intérêt. Chaque dollar en circulation représente une dette envers le système de la Réserve fédérale. La dette américaine s'élève à 36 000 milliards de dollars. À qui appartient cette dette? La Fed en détient 5 200 milliards. Les gouvernements étrangers en détiennent 8 000 milliards. Le reste appartient aux banques et aux investisseurs privés. Les intérêts à eux seuls représentent 1 000 milliards de dollars par an. Et où vont ces intérêts? Aux détenteurs d'obligations, les banques privées. Les banques membres de la Fed en profitent de la manière suivante. Le gouvernement a besoin d'argent. Le Trésor émet des obligations. La Fed rachète ces obligations en créant de la monnaie électronique. C'est ce qu'on appelle la création monétaire. Le gouvernement dépense ensuite cet argent. L'inflation augmente, car la masse monétaire en circulation reste la même. Votre argent perd de la valeur. Les banques qui détiennent des actions de la Réserve fédérale profitent doublement de la situation. Elles perçoivent des intérêts sur les obligations et des dividendes de la Fed. En 2022, la Fed a versé 66 milliards de dollars de dividendes à ses banques membres. Voilà le profit d'une agence gouvernementale qui crée de l'argent ex nihilo. Et lorsque le système s'effondre, comme en 2008, qui est renfloué, les banques, le programme TARP de 700 milliards de dollars, auquel s'ajoutent 4 500 milliards de dollars de prêts d'urgence de la Fed et 16 000 milliards de dollars de prêts secrets révélés par un audit de 2011. Le sénateur Bernie Sanders a contraint la Fed à accepter un audit limité. Il ressort de l'étude que 16 000 milliards de dollars ont été prêtés entre 2007 et 2009. 1 300 milliards pour Bank of America, 2 500 milliards pour Citigroup, 2 000 milliards pour Morgan Stanley et 800 milliards pour Goldman Sachs. Tous ces prêts ont été accordés à des taux d'intérêt quasi nuls. Les banques ont utilisé cet argent pour acheter des obligations du Trésor avec des rendements de 3 à 4%. De l'argent facile. Des profits garantis. Pendant ce temps, des millions d'Américains ont perdu leur logement. 9 millions de familles ont subi des saisies immobilières. Ceux qui ont provoqué la crise ont été épargnés. Ceux qui ont souffert n'ont rien reçu. Troisième partie, technologie volée. Internet a été créé par la DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, financée par les contribuables. Dans les années 1960 et 1970, le département de la Défense a dépensé des milliards de dollars pour développer ARPANET, le précurseur d'Internet. Il s'agissait d'argent public, de recherche publique et d'infrastructures publiques. En 1989, Tim Berners-Lee au CERN a créé le World Wide Web. Il l'a rendu public, gratuit et l'a placé dans le domaine public. Puis des entreprises privées l'ont commercialisé, Amazon, Google, Facebook, Microsoft. Ces entreprises ont bâti des empires sur une technologie financée par le public. Jeff Bezos pèse 170 milliards de dollars. Mark Zuckerberg, 120 milliards de dollars.
Larry Page et Sergey Brin possèdent chacun une fortune de plus de 100 milliards de dollars. Ils n'ont pas inventé la technologie sous-jacente. Ils ont privatisé l'infrastructure publique et payé un minimum d'impôts. Amazon n'a payé aucun impôt fédéral en 2018, malgré 11 milliards de dollars de bénéfices. Google a transféré ses bénéfices en Irlande et aux Bermudes pour échapper à l'impôt américain. Apple a conservé plus de 200 milliards de dollars dans des paradis fiscaux pour éviter l'impôt. La technologie GPS a été développée par l'armée américaine pendant plus de 20 ans pour un coût de 12 milliards de dollars en impôts. En 1983, le GPS a été mis gratuitement à la disposition du public. Des entreprises privées ont ensuite bâti leur succès sur cette technologie. Uber, Lyft, Google Maps, Waze. Ces entreprises valent des centaines de milliards de dollars. Elles n'ont pas développé le GPS. Elles ont commercialisé une technologie publique. La technologie des écrans tactiles a été inventée par E.A. Johnson au Royal Radar Establishment grâce à un financement de la recherche gouvernementale, puis développée par le CERN et des universités avec des fonds publics. Apple n'a pas inventé l'écran tactile, elle l'a commercialisé. L'iPhone se vend à plus de 200 milliards de dollars par an. Apple vaut 3000 milliards de dollars. Tout cela grâce à une technologie financée par des fonds publics. Recherche pharmaceutique. Les Instituts nationaux de la santé NIH consacrent 45 milliards de dollars par an à la recherche médicale, financée par des fonds publics. Lorsqu'un médicament est découvert, les entreprises pharmaceutiques en acquièrent les droits. Elles facturent 100 000 dollars par an pour des médicaments dont le coût de production est de 5 dollars. Le traitement contre l'hépatite C coûte 5 dollars par comprimé. Gilead le vend 1000 dollars le comprimé, soit 84 000 dollars pour le traitement complet. La recherche est publique, les profits sont privés. Le Keytruda, médicament anticancéreux développé par les NIH et fabriqué par Merck, coûte 150 000 dollars par an. Merck devrait réaliser 20 milliards de dollars de bénéfices grâce au Keytruda d'ici 2022. Les recherches qui ont mené à sa mise au point étaient des recherches publiques. Vaccin contre la COVID-19. L'opération Warp Speed a mobilisé 18 milliards de dollars de fonds publics. Pfizer a réalisé 37 milliards de dollars de bénéfices grâce à son vaccin contre la COVID-19 en 2021. Moderna, 18 milliards. Ces deux vaccins ont été développés grâce à d'importants financements publics. Les profits, eux, restent privés. Voilà le système. Les Américains financent la recherche par leurs impôts. Les universités et les laboratoires fédéraux développent la technologie. Les entreprises privées l'achètent ou l'acquièrent sous licence à un coût minimal. Elles la brevettent, elles la monopolisent, elles fixent les prix, elles engrangent des milliards, voire des billions. Elles paient un minimum d'impôts en transférant leurs profits à l'étranger. La richesse créée par l'investissement public est accaparée par des particuliers. Et ces particuliers ne contribuent même pas au système qui les a enrichis. C'est légal, c'est le système. Le droit des brevets permet aux entreprises de s'approprier la recherche publique et de la monopoliser pendant 20 ans. La législation fiscale autorise le transfert des profits vers les paradis fiscaux. Le droit commercial permet la production là où la main-d'œuvre est bon marché. Les Américains financent l'innovation. Les entreprises captent la valeur. Les PDG deviennent milliardaires. L'Amérique s'appauvrit. Quatrième partie. Où est passée la richesse? En 1980, les 1% des Américains les plus riches possédaient 23% de la richesse nationale. Aujourd'hui, ils en possèdent 34%. En 1980, les 0,1% les plus riches possédaient 10% de la richesse. Aujourd'hui, ils en possèdent 20%. Les 1% les plus riches ont engrangé 30 000 milliards de dollars depuis 1980. Les 50% les plus pauvres ont perdu 900 milliards de dollars. C'est ce que révèle la Réserve fédérale. De 1980 à 2020, la productivité du travail a augmenté de 62%. Les salaires, corrigés de l'inflation, n'ont progressé que de 17%. L'écart entre productivité et salaire s'élève à 47 000 milliards de dollars. La richesse créée par les travailleurs, mais accaparée par les propriétaires et les dirigeants. Où est passée cette richesse? Dans la rémunération des PDG.
En 1965, la rémunération des PDG était en moyenne 21 fois supérieure à celle des employés. Aujourd'hui, elle est 351 fois supérieure, dans la valeur actionnariale. De 1980 à 2020, les entreprises ont dépensé 10 000 milliards de dollars en rachats d'actions. Ces rachats profitent aux dirigeants et aux actionnaires les plus fortunés, et non aux employés. Dans les paradis fiscaux, entre 8 000 et 36 000 milliards de dollars sont détenus dans des paradis fiscaux. Les États-Unis perdent 180 milliards de dollars par an à cause de l'évasion fiscale offshore. Prenons un exemple concret. La famille Walton possède une fortune de 247 milliards de dollars. Walmart verse des salaires si bas que ses employés dépendent des aides sociales, ce qui coûte aux contribuables 6,2 milliards de dollars par an en bons alimentaires et en Medicaid. Les Walton ont transféré leur fortune hors des États-Unis, versant des salaires de misère, obligeant ainsi le gouvernement à subventionner leurs propres employés et évitant plus de 3 milliards de dollars de droits de succession grâce à des fiducies. Jeff Bezos possède une fortune de 160 milliards de dollars. En 2018, Amazon n'a payé aucun impôt fédéral. Bezos bénéficie personnellement d'un taux d'imposition inférieur à celui de sa secrétaire grâce à sa rémunération en actions et à des prêts hypothécaires garantis par des actions. Il a racheté le Washington Post. Il possède de vastes étendues de terres agricoles. Il a bâti une entreprise spatiale grâce à sa fortune issue de l'évasion fiscale. Elon Musk possède une fortune d'environ 250 milliards de dollars. Tesla et SpaceX reçoivent plus de 5 milliards de dollars en subventions et contrats gouvernementaux. Les salaires du secteur public ont fait d'Elon Musk l'homme le plus riche du monde. Il paye un minimum d'impôt sur le revenu en empruntant sur ses actions. Il a transféré le siège social de Tesla au Texas pour éviter les impôts californiens. Il a combattu les tentatives de syndicalisation pour maintenir les salaires à un bas niveau. Des sociétés de capital investissement comme Blackstone, KKR, Apollo et Carlyle Group ont racheté des entreprises américaines, les ont endettées à outrance, ont encaissé des dividendes, puis les ont menées à la faillite. Toys R Us, Sears, Payless, des milliers d'entreprises américaines détruites, des centaines de milliers d'emplois perdus. Les dirigeants à l'origine de ces opérations de capital investissement ont amassé des milliards. Le conseil d'administration de Carlyle Group comprenait l'ancien président George H.W. Bush, l'ancien premier ministre britannique John Major et l'ancien secrétaire d'État James Baker. Ils ont gagné des centaines de millions de dollars grâce au capital investissement, en tirant parti de leurs relations politiques, en rachetant des entreprises endettées, en extrayant de la valeur et en provoquant des faillites. La richesse a quitté l'Amérique. La production manufacturière s'est délocalisée en Chine. Apple assemblait les iPhones en Chine, conservait ses bénéfices en Irlande et payait un minimum d'impôts aux États-Unis. Les emplois américains ont disparu. La richesse a afflué vers la Chine et l'Irlande. La richesse pétrolière du Moyen-Orient a prospéré. Le système du pétrodollar a contraint le monde à acheter du pétrole en dollars américains. L'Arabie saoudite a amassé plus de 700 milliards de dollars d'actifs. Ils ont acquis des actifs aux États-Unis, immobilier, entreprises, ports. L'argent dépensé par les Américains pour le pétrole a profité à la famille royale saoudienne, qui a ensuite racheté l'Amérique. Les banques européennes et américaines ont payé plus de 300 milliards de dollars d'amendes pour fraude depuis 2008. Mais elles existent toujours. Elles continuent de faire des profits. Et une grande partie de ces profits est transférée vers des paradis fiscaux européens, comme la Suisse, le Luxembourg et les îles Caïmans. Cinquième partie, les personnes à l'origine du système. Il ne s'agit pas d'une histoire de groupe ethnique ou religieux. Il s'agit d'individus qui détiennent le pouvoir et l'utilisent à des fins personnelles. Tout est de notoriété publique. Henry Kissinger, secrétaire d'État américain de 1973 à 1967, a négocié l'accord du pétrodollar avec l'Arabie saoudite en 1964. Après avoir quitté ses fonctions, il a fondé le cabinet de conseil Kissinger Associates. Parmi ses clients figuraient l'Arabie saoudite, la Chine, de grandes banques et des compagnies pétrolières. Il a engrangé des dizaines de millions de dollars en conseillant les mêmes pays avec lesquels il avait négocié lorsqu'il était secrétaire d'État.
Alan Greenspan, président de la Réserve fédérale de 1987 à 2006, a supervisé la libéralisation financière et a préparé le terrain pour la crise de 2008. Après avoir quitté la Réserve fédérale, il est devenu consultant pour Deutsche Bank, PIMCO, Paulson & Co. et Cooper, gagnant des millions en conseillant des fonds spéculatifs sur la politique de la Fed, une politique qu'il avait contribué à élaborer. Ben Bernanke, président de la Fed de 2006 à 2014, a supervisé l'impression de 4 500 milliards de dollars et les plans de sauvetage des banques. Après avoir quitté la Fed, il est devenu consultant pour le fonds spéculatif Citadel, gagnant plus de 300 000 dollars par an, et consultant pour le fonds obligataire PIMCO, gagnant 250 000 dollars par intervention, profitant ainsi des politiques qu'il avait mises en œuvre. Larry Summers, secrétaire au Trésor sous Clinton, a œuvré pour l'abrogation du Glass-Steagall Act. Cette loi a été abrogée sous son mandat, permettant aux banques de devenir trop importantes pour faire faillite. Après avoir quitté le Trésor, il a gagné plus de 20 millions de dollars par an grâce à ses activités de conseil auprès de fonds spéculatifs et à ses interventions pour les banques. Jamie Dimon, PDG de JP Morgan Chase depuis 2005, dirigeait une banque qui a bénéficié d'un plan de sauvetage de 25 milliards de dollars en 2008. Bien qu'il ait remboursé cette somme, sa banque a largement eu recours aux prêts à taux préférentiels de la Réserve fédérale. La fortune de Dimon est passée de 500 millions à 2 milliards de dollars pendant et après la crise financière. Sa banque a payé plus de 40 milliards de dollars d'amende pour fraude. Personne n'a été emprisonné. Lloyd Blankfein, PDG de Goldman Sachs de 2006 à 2018, a reçu un plan de sauvetage de 10 milliards de dollars. Goldman Sachs a secrètement parié à la baisse sur les titres hypothécaires qu'elle vendait à ses clients. Une fraude. L'entreprise a été condamnée à une amende de 5 milliards de dollars. La rémunération de Blankfein pendant la crise a atteint 68 millions de dollars pour la seule année 2007. Il a pris sa retraite avec plus d'1 milliard de dollars. Robert Rubin, secrétaire au Trésor sous Clinton, a milité pour la déréglementation bancaire. Après avoir quitté ses fonctions, il est devenu vice-président de Citigroup, où il a gagné 126 millions de dollars en 8 ans. Citigroup a bénéficié de 45 milliards de dollars d'aide publique, auxquels s'ajoutent plus de 300 milliards de dollars de garanties. Rubin a profité de la déréglementation qu'il a lui-même impulsée. Tim Geithner, secrétaire au Trésor de 2009 à 2013, a supervisé les renflouements bancaires. Après avoir quitté ses fonctions, il est devenu président du fonds d'investissement Warburg Pincus, empochant des millions. La semaine même de son départ du gouvernement, il a rejoint un fonds investissant dans des actifs en difficulté. Des actifs créés par la crise qu'il avait contribué à gérer. Hank Paulson, secrétaire au Trésor de 2008 à 2009, ancien PDG de Goldman Sachs. Pendant la crise, il a veillé à la survie de Goldman Sachs, tandis que Lehman Brothers faisait faillite. Goldman a été sauvé. Lorsqu'il est devenu secrétaire au Trésor, ses actions Goldman Sachs valaient 700 millions de dollars. Après avoir quitté ses fonctions, il est retourné au conseil financier et a gagné des millions. Ce sont des individus avec des noms, des titres et des conflits d'intérêts bien documentés. Ils ne constituent pas une force occulte. Ce sont des personnes qui font des allers-retours entre le gouvernement et le secteur privé, prennent des décisions politiques qui les avantagent, eux et leurs associés, et s'enrichissent grâce à ces décisions. Le phénomène de pantouflage entre Wall Street et Washington est bien documenté. Depuis 1990, 70% des fonctionnaires du Trésor proviennent de sociétés de Wall Street, où ils sont retournés après avoir quitté leurs fonctions. Cela crée un mécanisme où la politique gouvernementale profite aux banques, puisque les décideurs politiques sont des banquiers. Sixième partie, le transfert de richesses vers la Chine et au-delà. Entre 2000 et 2020, l'Amérique a perdu 5 millions d'emplois dans le secteur manufacturier. 65 000 usines ont fermé. Où sont-ils allés? En Chine. Qui a pris cette décision? Les chefs d'entreprise, en quête de main-d'œuvre bon marché, ainsi que les responsables de la politique commerciale qui ont facilité ces transferts.
Le système a été conçu ainsi. Les accords commerciaux comme l'ALENA et l'entrée de la Chine à l'OMC ont fait l'objet d'un lobbying intense de la part des entreprises. On leur avait promis que cela aiderait les travailleurs américains. Faux. Cela n'a fait qu'augmenter les profits des entreprises. Robert Rubin, Lawrence Summers et d'autres responsables du Trésor ont œuvré pour l'entrée de la Chine à l'OMC en 2001. Ils ont promis un commerce équilibré. Or, il n'en fut rien. Le déficit commercial a explosé. L'industrie manufacturière américaine s'est effondrée. Pendant ce temps, les responsables qui ont impulsé cette adhésion se sont enrichis. Rubin a empoché 126 millions de dollars chez Citigroup. Summers a gagné plus de 20 millions de dollars en conseillant des fonds spéculatifs. Ils ont prospéré. L'Amérique a décliné. Conclusion ? Qui a pillé l'Amérique ? Non pas un seul groupe, mais un système. Un réseau d'individus au sein du gouvernement, de la banque, de la défense et des entreprises qui ont abusé de leur position pour appauvrir le pays. Ils ont entraîné l'Amérique dans des guerres qui ont coûté 8 000 milliards de dollars et des milliers de vies. Pendant ce temps, les entreprises de défense ont engrangé 2 000 milliards de dollars. Elles ont créé en 1913 un système bancaire permettant aux banques privées d'imprimer de la monnaie et de profiter de la dette publique. Elles se sont appropriées des technologies financées par des fonds publics, Internet, GPS, recherche médicale, et les ont privatisées, générant des milliers de milliards de dollars de profits, tout en payant un minimum d'impôts. Elles ont délocalisé des emplois américains, détruit le secteur manufacturier et transféré des actifs en Chine et dans des paradis fiscaux. Il ne s'agit pas d'un groupe ethnique ou religieux. Il s'agit d'une classe sociale, une élite financière et politique qui évolue entre Wall Street, Washington et les conseils d'administration. Leurs noms sont publics, leurs transactions sont documentées, le système est parfaitement légal. Et c'est là le problème. Ce n'est pas un complot, c'est le système. Et ce système est conçu pour piller les richesses américaines et les concentrer entre les mains de quelques centaines d'individus qui contrôlent la banque, la défense, la technologie et la politique commerciale. La richesse n'est plus en Amérique. Elle se trouve sur des comptes offshore, dans des usines chinoises, dans des montages fiscaux irlandais, dans des fonds pétroliers saoudiens. Le peuple américain, celui qui a créé la richesse, celui qui a combattu, celui qui a payé ses impôts, ne reçoit rien. Et l'élite qui a pris les décisions empoche des milliards de dollars. Tout cela est consigné par des noms, des chiffres, dans les archives gouvernementales. La question n'est pas de savoir si cela se produira. La question est, qu'en ferez-vous ?